Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le concept, chaque semaine une nouvelle émission sur un sujet d'orientation avec une école partenaire. Et aujourd'hui nous allons parler des métiers de la communication, plus précisément de la communication à l'heure du digital et de l'audiovisuel. Et pour cela nous sommes avec Esupcom. Alors vous vous souvenez peut-être que l'année dernière nous étions déjà venus dans ces mêmes locaux lillois pour parler des métiers de la communication au sens général, au sens vraiment très très large. Cette fois-ci on va aller un petit peu plus loin, un peu plus précis justement sur, donc comme je le disais, la communication à l'heure de l'audiovisuel, du digital et avec un exemple très précis, les UGC, dont vous allez nous parler plus tard. Alors, pour commencer, un petit point de définition peut-être avec vous Pascal, j'aimerais que vous nous expliquiez c'est quoi la communication digitale. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Très grande question, c'est toute la communication qui va être appliquée à l'outil digital en tant que tel. Ça va être bien sûr les ordinateurs, les téléphones portables, les smartphones évidemment, les tablettes, les montres connectées aussi. L'ensemble des messages que l'on va recevoir sur ces éléments aujourd'hui qu'on appelle éléments digitaux. Ok. Et quand on parle de communication audiovisuelle, c'est quoi la spécificité? Qu'est-ce que vous entendez par là? On ajoute l'image, le son, l'image qu'elle soit animée, c'est-à-dire un film, l'image fixe, ça peut être la photo, et bien sûr le son ça peut être la parole, ça peut être la musique également, parce qu'on va voir, et on va certainement parler aujourd'hui que la musique va fournir une ambiance, et puis une signature d'une marque aujourd'hui qui existe de plus en plus dans ce qu'on appelle le sound design. Et ça veut dire que vous et Subcom, donc une école de communication, vous intégrez totalement ça dans votre cursus? Oui, c'est obligé. Aujourd'hui, lorsqu'on forme des futurs professionnels de la communication à l'utilisation notamment des réseaux sociaux d'une part, mais également à la fabrication des sites internet où on va y ajouter du contenu, nos étudiants, nos futurs professionnels doivent maîtriser l'ensemble de ces techniques. Alors bien sûr, on ne va pas partir dans ce qu'on va appeler du Spielberg, on ne va pas faire de grands films d'une heure et demie, 2 heures ou 3 heures avec des cliffhangers, etc. Non, on va rester bien sûr sur la conception d'une image, la conception d'un film, mais qui va raconter l'histoire d'une marque, d'une personne ou tout simplement une histoire. Mais on est d'accord, on ne parle pas de publicité à la télé, on parle de réseaux sociaux. Alors, ça peut être complémentaire. Parce que, regardez, les réseaux sociaux, toutes les marques communiquent sur les réseaux sociaux. Les mêmes marques, on les retrouve à la télévision encore aujourd'hui. Alors je veux dire encore, c'est pas péjoratif. Hein. Je veux dire toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, une marque comme Nestlé va communiquer sur les réseaux sociaux, va communiquer à la télévision. C'est complémentaire. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, on se demandait la bonne stratégie de communication. Est-ce que c'était soit du print, est-ce que c'était que de l'affichage, est-ce que c'était que de la télévision, que de la radio? J'ai envie de dire, c'était l'ensemble, mon capitaine. C'était tout ça, mon capitaine. Et donc aujourd'hui, l'outil digital est venu se rajouter en tant que tel à la communication, à la stratégie de communication. Donc une bonne communication, on doit maîtriser la publicité à la télévision et on doit maîtriser la publicité sur les réseaux sociaux. Et communiquer sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire simplement communiquer auprès des jeunes? Mais pas que. Pas que, parce que c'est une question de boomer. Non, mais pas que, parce qu'effectivement, si on regarde un petit peu la typologie, l'utilisation des réseaux sociaux par qui, par les cibles, là on va parler de marketing. Aujourd'hui, on voit bien que les jeunes sont sur TikTok. Ensuite, on va décliner évidemment Instagram, et on va arriver sur une population un peu plus âgée, entre guillemets, pour Facebook. Donc Facebook existe encore, va encore exister pendant quelques années. On verra dans 20 ans où sera Facebook. Mais bref, Facebook aujourd'hui concerne une partie un peu plus vieillissante de la population. Ok. Et donc, effectivement, il y a vraiment un langage différent par réseau social? Oui, j'ai envie de dire carrément. Chaque réseau a son langage, chaque réseau a ses codes, chaque réseau a sa manière de communiquer. Alors bien sûr, on va retrouver en filigrane l'identité de la marque, il n'y a pas de difficulté, l'identité de la personne, mais il va y avoir une accroche différente, il va y avoir un phrasé différent, il va y avoir un message différent, une image différente en fonction du réseau social. Ok. Et donc si on parle de communication dans l'audiovisuel, ça veut dire qu'on parle de technique, de technicité, savoir utiliser les outils adéquat, une caméra, une prise de son, tout ça. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais c'est simple aujourd'hui, vous prenez votre smartphone, vous mettez sur Play, vous enregistrez. Est-ce que vous pensez que Vuitton, par exemple, la marque Vuitton, va se contenter d'un smartphone pour diffuser un film sur un réseau social? Non. Il va falloir faire appel à un véritable vidéaste, à de véritables maîtrises de technique, le son, le son passe souvent au second plan. On se dit, bon, on va d'abord faire l'image, le son on verra après. Très important de travailler le son et l'image en même temps, d'accord? Donc, est-ce que les grandes marques aujourd'hui vont
faire leur film sur un réseau social via un smartphone? Bien sûr que non. Ils vont louer des studios, ils vont louer des fonds verts, ils vont y ajouter des effets spéciaux. Ça demande une maîtrise totale de la technique audiovisuelle. Et du coup, à Subcom, vous mariez les deux, c'est-à-dire savoir communiquer, choisir le bon mot, le bon wording, mais aussi savoir manipuler les bons outils. Maîtriser la stratégie de communication, mais mettre en œuvre aussi la stratégie de communication avec les outils adéquats. Évidemment, créer la publicité en tant que telle, créer le message en tant que tel, c'est-à-dire avoir un esprit créatif, mais aussi savoir aller le capter, avoir la bonne lumière, avoir le bon son, avoir la bonne signature sonore. Tout ça, on l'intègre dans les Subcom. Et donc vous, Vincent, c'est ce que je disais, c'est ce que vous faites actuellement. Exactement, moi je suis chef opérateur. Donc chef op, c'est quoi précisément? Chef opérateur sur un tournage est garant de la qualité de l'image. Donc ça passe par la lumière, le choix des optiques, de la caméra, ce genre de choses. Donc l'aspect très technique. Très technique et esthétique, on va dire surtout. En gros, on doit avoir les mots du réalisateur ou du client, si on est sur une publicité, on doit les mettre en image. Très bien. À la fois l'image, le son, de la modélisation 3D, de l'animation, tout ça. C'est ça, en gros, c'est on va dire tout l'univers de la publicité qu'on va créer ou du petit film qu'on va créer. Et donc pour une com, pour une marque, ça serait quoi, comme un directeur artistique? Il y a le directeur artistique qui en amont va créer l'ambiance du film et moi je suis en charge de la mettre en image. Avec un respect des coûts Exactement, il y a les coûts à prendre en compte, il y a la volonté artistique à prendre en compte et aussi le temps de tournage forcément. Ouais. Et à côté de ça, vous êtes également professeur, c'est bien oui, ça? Je suis intervenant. Alors pas pour Subcom, mais pour ECI TV, qui est une école du même groupe, mais qui est un peu complémentaire finalement? Oui, tout à fait, c'est complètement complémentaire. Moi, je suis en charge avec mes étudiants de leur donner par exemple un produit et de leur dire vous me faites une pub réseaux sociaux de 15 secondes. Vous avez 3-4 jours, donc on passe par la pré-prod, l'écriture du scénario, ce genre de choses, le tournage et après la post-production, donc le montage, les petits effets. Et ça se passe comment en fait? Vous leur expliquez quels sont par exemple, vous prenez une marque existante ou pas du tout? Je prends des objets au hasard, ils ont tous le même et en fait en gros je dis peu importe ce que vous faites, pensez bien à votre cible et écrivez-moi quelque chose de cohérent. En adéquation avec l'objet forcément. Si c'est un objet pour les enfants, on ne s'adresse pas comme on s'adresse à des plus de 50 ans, on va dire. Et il faut quelque chose de cohérent et vous tournez ça. L'importance, moi j'axe plutôt sur le tournage, le respect des lumières, ce genre de choses, avoir quelque chose de pro en moins d'une semaine. Et ça, ils font ça pendant combien de temps en fait? C'est des séminaires d'une semaine que je donne, on va dire, à toutes les années différentes. Et du coup, le fait de communiquer sur les réseaux sociaux a vraiment changé la façon de communiquer? Complètement. Je pourrais vous le parler... rythme est plus speed peut-être sur les vidéos, je sais pas. Le rythme est plus speed. Après, en même temps, sur les réseaux sociaux, maintenant, on n'achète plus en termes de temps. À la télévision, on achète 15 secondes. La pub doit forcément pas dépasser 15 secondes. Sur le réseau, si ça fait 20, 25, c'est un petit peu moins gênant. Donc, c'est un peu moins de stress à ce niveau-là. Par contre, il faut que ça accroche beaucoup plus vite. Et surtout, il y a une histoire de ce qu'on appelle les ratios, donc la définition de l'image, où à la télé, on est 16 neuvième, 2,35, 2,39. Là, sur les réseaux, on sera beaucoup plus 9-16, donc portrait, donc en allongé, ou carré, ou 4/5e. Et ça change la conception forcément de l'espace quand on tourne. Si on tourne comme ça et qu'on tourne comme ça après, c'est différent. Ok, il suffit pas de prendre une caméra puis après de recadrer à l'intérieur, mettre des vignettes. Non, quoi. et comme le disait Pascal, c'est pareil, on prend pas un iPhone pour tourner une pub Facebook ou une pub comme vous voulez, mais c'est forcément une caméra professionnelle avec beaucoup de techniciens et qui après, si on veut, on peut faire croire que c'était tourné au smartphone. Ouais, parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression que parfois c'est du do it yourself, très très facile, fait dans sa chambre. En fait, pas tant que ça. Non, pas du tout. Même pas du tout. Pas du tout, jamais. Et c'est jamais ça. Et c'est un métier en fait qui est en constante évolution. La technique, la technicité, les outils changent beaucoup ou finalement on a atteint un palier technologique, maintenant ça va juste être devenu de plus en plus simple à utiliser? Non, ce ne sera pas de plus en plus simple. Là, on a atteint un palier où on peut sortir des vidéos en 8K, en 12K. Alors que nos télés, pour l'instant, affichent encore de l'HD, voire un peu de 4K. 12K, c'est Avatar, quoi. Avatar est encore plus haut que ça, on va dire. Mais voilà, mais en gros, non, tout va continuer à évoluer comme depuis toujours, on va dire. Il y a une tendance à se miniaturiser. C'est pour ça qu'à un moment, on a parlé un petit peu de tourner au smartphone, ce genre de choses. Et là, on revient plutôt aux bonnes vieilles caméras de bonne taille qui donnent des très belles images. Ok. Niveau féminisation, il y a des filles là-dedans, dans un métier aussi technique? Bien sûr. Alors, je ne dirais pas qu'on est à 50-50, mais ça tend à être plus simple et à s'améliorer, pardon. Mais oui, il y a pas mal de filles. Ok. Et donc vous, Julien, vous êtes créateur de contenu? Oui, je suis directeur de création. Mais ça veut dire quoi en fait alors? Expliquez-nous. Un directeur de création, c'est une personne qui encadre des créatifs, justement, qui eux sont des créateurs de contenu, D'accord. qui eux conçoivent les contenus.
Et le directeur de création est là pour donner une direction. Le mot directeur, ça ne veut pas dire chef, même si dans les faits c'est un chef. C'est plutôt donner une direction à la création. Mais une direction artistique, une direction technique? Une direction artistique et conceptuelle, les deux. Et du coup, vous parlez directement avec les marques pour définir l'ambiance visuelle, les mots, tout ça? Tout ça est très différent, ça dépend du c'est les marques qui vous donnent déjà ça dépend du sujet sur lequel les marques nous briefent, et puis ensuite on a une réflexion en agence, une réflexion stratégique, une analyse aussi de à qui on s'adresse et comment on va s'adresser à ces personnes, et donc tout ça induit un certain traitement. Et vous travaillez pour une agence? J'ai ma propre agence. Vous avez votre propre agence, donc vous avez plein de clients très différents, secteur industriel, les services, grande distribution. Petites boîtes, grosses boîtes? Enfin, vos clients sont des petites boîtes ou grosses boîtes? Plutôt des grosses boîtes. Très grosses boîtes. Ouais. Et il y a des petites boîtes qui peuvent s'adresser à vous, en fait, ou pas du tout? Les petites boîtes peuvent s'adresser à des agences de plus petite taille. Ça dépend en fait, c'est qu'une question de moyens et de stratégie des moyens à mettre en face. En revanche, sur des sujets qui sont très très intéressants, les petites boîtes sont les bienvenues évidemment. Et du coup, vous avez fait quoi comme étude pour arriver à ça? Moi j'ai fait des études en publicité, donc vraiment une école spécialisée en publicité. J'étais concepteur-rédacteur au début de ma carrière, donc créatif. Et puis j'ai évolué ensuite en directeur de création, directeur de la création. Et pourquoi partir là-dedans? Enfin, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Alors, si vous voulez que je vous raconte un petit peu ma vie, moi j'ai fait, j'ai fait des études d'histoire. Je voulais être journaliste au départ. D'accord. Voilà, parce que j'estimais que. Quand même raconter des histoires. Voilà, mon seul talent c'était la plume. Et puis quand j'ai postulé pour des écoles de journalisme, dont une école à Lille notamment, je me suis dit aussi que la publicité ça pourrait être intéressant, et le sens de la formule était quelque chose qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai fait concepteur-rédacteur pour débuter ma carrière. Et vous avez vu une vraie évolution dans la nature même du boulot, la nature même de communiquer depuis Ah bah moi j'ai commencé maintenant il y a quoi, ça ne me rajeunit pas, 25 ans à peu près. Internet n'existait pas, ou en tout cas était au balbutiement. Donc moi j'ai commencé dans la publicité traditionnelle, donc de l'affichage, de la télé, du print, et très rapidement pris le virage de ce que l'on appelait avant le web, et non pas le digital comme aujourd'hui. Et c'était des campagnes interactives sur Internet, c'était des sites web, c'était ce genre d'opérations, beaucoup de displays aussi, beaucoup de bannières, beaucoup de pubs affichées sur Internet. Et puis après, tout ça s'est vraiment mélangé, et aujourd'hui, il n'y a plus de distinguo entre la communication digitale, la communication grand média. Un film quartier à 3 millions d'euros peut être diffusé en pré-roll YouTube. Donc il n'y a plus vraiment de différence. Évidemment, sur les budgets, là, il peut y avoir des différences. Ça veut dire qu'une marque, dès le départ, en fait, quand elle vous confie un projet, c'est dans sa tête pour être diffusé absolument partout, et ça va être... Pas du tout. Non, même pas. Pas du tout. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de à qui on veut parler, quels sont les moyens. Oui, c'est vrai. L'achat d'espace, les fameuses 30 secondes pendant The Voice sur TF1, ça continue à coûter très cher. Donc il y a vraiment des arbitrages à faire. Et c'est toujours aussi efficace en fait que la bonne vieille télé, comme vous disiez, pendant l'espace publicitaire sur TF1 pendant un prime time? Mais tout est complémentaire. Je vous donne un exemple d'un film Intermarché qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelait L'amour, qui durait 2 minutes. Il n'est passé qu'une seule fois en télévision, à un moment très spécifique. Alors, de mémoire, c'était avant le premier épisode de The Voice ou juste après le 20h de TF1. Bref, un emplacement phare, quoi. Le gros carrefour. Ils l'ont diffusé une fois. Le film a fait sensation parce que c'est un super film. Et ensuite, il a été diffusé beaucoup en digital et repris ensuite, une fois qu'il était bien assimilé, en version beaucoup plus courte, en 30 secondes en télévision. Parce que forcément, on ne peut pas acheter 2 minutes tout le temps. Ouais. Et qu'est-ce que vous appelez un super film ? Vous, en tant que professionnel, c'est quoi pour vous un super film ? C'est un film dans lequel il y a une idée, un concept et souvent une émotion, quelle qu'elle soit. Que ce soit une émotion sentimentale, que ce soit de l'humour, que ce soit de la surprise, du décalage, peu importe. Ok. Et ça s'apprend à l'école ? Alors, moi, il faut juste être un bon créa, en fait, avoir la bonne idée. Les deux. Les deux. Il y a des personnes qui sont plus ou moins câblées pour avoir ce sens du concept, mais ces personnes doivent quand même beaucoup travailler pour le développer. D'autres qui ont moins ce type de capacité, mais ça s'apprend tout de même. Très bien. Si je peux me permettre, c'était Jacques Brel qui disait que la seule fois où le mot talent arrive avant le mot travail, c'est dans le dictionnaire.
D'accord. Travailler pour avoir le talent. Très bien. Et alors du coup, vous, à les Subcom, comment vous les éduquez justement à cette sensibilité, à cette qualité émotionnelle presque? En mode séminaire. Alors, j'ai envie de dire en mode warrior. Pendant une semaine, on va les concentrer sur des sujets en particulier, ce qu'on appelait un séminaire. Pendant une semaine, ils vont travailler de manière intense sur le sujet, la maîtrise de la technique, la maîtrise du message créa dont Julien s'occupe par exemple. Et à la fin de la semaine, ils vont devoir produire le travail en tant que tel, du lundi au vendredi de manière très intense. Ils peuvent y passer les nuits, on pourra vous en parler ensuite un peu plus tard. L'idée, c'est qu'à la fin, comme dans une agence, voilà, on a un travail à rendre pour vendredi. Le lundi, c'est ça, la commande, ce qu'on appelle le brief. Le vendredi, vous nous rendez ça. Ils vont travailler, on va les coacher, on va les accompagner, on va les guider. On ne va pas leur donner l'ensemble des clés, ça ne sert à rien. Ils vont aussi aller chercher des éléments et ensuite ils vont nous proposer des solutions le vendredi. Alors après, ça peut être redondant, on peut avoir 3 fois la même semaine qui va se répéter sur une période de 6 mois pour revenir sur le projet précédent, venir abonder, venir le développer, venir l'améliorer pour avoir un produit final, pour avoir un concept final à la fin d'une période, soit un semestre, soit une année. Très bien. Et du coup, pardon, ça se passe comment? C'est par groupe, c'est individuel? Alors, c'est par groupe. On aime privilégier, et là je rejoins Julien, le travail en agence, en groupe, avec plusieurs personnes qui vont phosphorer autour d'une idée. Mais n'empêche qu'à un moment donné, on va aussi mettre un stop en disant, voilà, de manière plus personnelle, comment tu t'es investi dans ce projet et quelle est ta véritable valeur. Alors, quels sont les points sur lesquels tu dois travailler de manière un peu plus personnelle et quels sont les éléments que tu dois apporter au groupe pour faire que le projet soit tout à fait correct. Donc, il y a les deux axes, collectif et personnel. Oui, parce que ces séminaires, ils sont en mode coaching. Donc, moi, je traite les étudiants exactement comme je traite mes créatifs. Je suis leur directeur de création, ils sont mes créatifs et j'échange avec eux, je les oriente exactement comme des créatifs. Et évidemment, dans un binôme ou dans un trinôme, on identifie tout de suite qui est force motrice ou pas. Et dans votre boulot au quotidien, en fait, vous faites quoi? Un arbitrage finalement parmi tous ceux qui vont être sur un même projet? Ou c'est vous qui allez impulser et eux vont s'exécuter? C'est très variable. Ouais. Ça peut être les deux. C'est très variable, ça dépend. Parfois l'idée vient d'un stagiaire, parfois l'idée vient d'un créatif senior, parfois l'idée vient d'un directeur de création. L'essentiel, c'est que l'idée aboutisse le mieux possible. Ok, très bien. Et alors je voulais qu'on parle, parce que apparemment c'est le gros truc du moment, donc ces fameuses UGC. On en a parlé un peu en préparant l'émission. Moi, j'ai pas très bien compris, donc je suis très content que vous puissiez m'expliquer. Alors, je suis pas le grand spécialiste, mais en fait, aujourd'hui, on est obligé de s'y intéresser parce qu'on parle d'influence dans la communication. Quand on parle d'influenceur, évidemment, on a tous, entre guillemets, les clichés qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes plutôt millennials qui sont rémunérées pour faire la promotion d'une marque. D'accord ? Très vite aujourd'hui, le public s'est rendu compte un petit peu du fake. En disant, ouais, d'accord, mais on sait très bien que la personne est rémunérée soit en ayant des objets, soit en touchant des cachets. Et ça, le consommateur en tant que tel, nous n'aimons pas. Nous n'aimons plus, en tout cas. On est sorti de cette mode. Et il y a 25 ans, en même temps que Julien, lorsque j'ai appris la communication, on m'a dit que la communication la plus efficace, c'était le bouche à oreille. Il y a 25 ans, comme Julien le disait tout à l'heure, on n'avait pas Internet. On était aux prémices d'Internet. Donc, les marques l'ont bien compris en disant oui, les influenceurs, ça va encore exister, bien sûr, c'est pas complètement mort, il en faut encore, et tout le monde a le droit d'exister. Cependant, on va passer à un autre mode de communication, j'ai envie de dire un peu plus vert, un peu plus tendance aujourd'hui, en faisant appel davantage à la spontanéité du consommateur, et c'est là qu'arrivent, Julien, je pense, les UGC. Oui, alors UGC, c'est User Generated Content. Donc, ce sont des contenus qui sont produits et générés par des utilisateurs. Le meilleur ambassadeur d'une marque, c'est son client. Voilà. Okay. Moi, je préfère être exposé à un commentaire d'un client qui est satisfait d'une marque qu'à un discours plus marketing. Alors, je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça. Mais en tout cas, c'est le ressenti des gens. Comment on arrive à ça? Ça, c'est un peu le Graal. C'est un peu comme il y a quelques années, quand les vidéos virales ont commencé à foisonner partout sur Internet, nos clients nous disaient on veut une campagne qui fait du buzz. Je ne sais pas faire une campagne qui fait du buzz. Ah oui. Le buzz, il n'y a pas de recette magique? Il n'y en a pas. On a des tips, oui. Mais il n'y a pas l'assurance que ça marche. Aucune assurance que ça marche. Le User Generated Content, c'est pareil. Il faut réussir à ce qu'une marque ait suffisamment d'attrait pour les personnes, pour que les personnes aient envie d'en parler. Et ça, c'est très compliqué.
Donc il faut faire quoi? Générer l'envie d'appartenir à une communauté en utilisant cette marque? Ouais, enfin en général c'est plutôt les love brands qui réussissent à faire ça. Un des champions c'est Apple. Quand il y a un nouvel iPhone qui sort ou on a un nouvel iPad, peu importe, on a des vidéos d'unboxing qui foisonnent partout. Ça c'est du GC par exemple. D'accord. Il y a très longtemps, quand on faisait du web à l'époque, et au tout début des réseaux sociaux, de Facebook, c'est vrai qu'on organisait des sortes de jeux concours où on demandait aux gens de fabriquer le contenu. On s'est rendu compte avec le temps que c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas en demandant aux gens, il faut que ce soit spontané. Donc il y a des produits qui s'y prêtent très bien, donc tout ce qui est love brands, des marques comme Nike, comme Apple, ou des produits qui sont spécifiquement très orientés vers le sujet en question. Je prends par exemple GoPro. GoPro, forcément, ça fait du GC puisque ça sert à filmer des choses. Oui. Voilà. Donc il y a plein de marques comme ça. C'est un graal pour les marques de réussir à avoir ce type de contenu. Souvent, il faut arriver à amorcer la pompe et c'est là que les influenceurs entrent en ligne de compte parce que les influenceurs étant suivis, ensuite, d'autres vont pouvoir répliquer leurs actions ou en tout cas leur emboîter le pas. Mais c'est pareil, il n'y a pas vraiment de recette pour faire de l'UGC. C'est un moment où un produit va croiser une tendance et puis les gens vont en parler de même. Alors du coup, il y a plein de secteurs qui sont totalement impossibles à convaincre. Par exemple, je pense à la grande distribution. C'est difficile d'avoir un UGC pour dire telle marque ou telle marque, c'est vraiment trop bien. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Il y a même parfois de l'UGC qui n'est pas forcément volontaire. Quand je fais une recette de cuisine et que je vais avoir des produits d'une marque distributeur, ça fait de l'UGC. Et est-ce que même un mauvais buzz, c'est toujours un buzz, donc une bonne chose? Alors moi, je suis très partagé vis-à-vis de ça. Je pense que peut-être qu'avec le temps, ça crée un petit peu de notoriété, etc. Mais je pense que ça fait beaucoup de mal sur le moment. Donc je pense qu'il vaut mieux éviter. D'accord. Voilà. En tout cas, si la stratégie, c'est de se dire on va faire quelque chose qui va mal buzzer pour se faire connaître, je ne recommande pas. Et il y a des outils en fait pour mesurer exactement l'impact en fait de ces UGC? Ouais, il y a toujours des outils évidemment, les campagnes de notoriété qui sont lancées d'une part, il y a également les taux de reach sur les réseaux sociaux qui se mesurent très facilement, l'adhésion avec le like ou pas le like, Le etc. hashtag. Le hashtag. Ouais. Le hashtag, c'est vraiment un indicateur très, très clair. Quand il y a un UGC avec un hashtag, il suffit de comptabiliser le hashtag. Le repost, tout simplement, quand on repartage un élément, c'est comptabilisé. D'ailleurs, vous voyez, hein, vous-même, on peut devenir soi-même un UGC, c'est quand on poste quelque chose sur Insta, etc., qui est repartagé par des copains, on se dit, bah, tiens, c'est sympa, ma photo, elle a bien marché. Et là, vous voyez que ça a fonctionné. Par exemple, hein, la photo ou la situation. Donc là, vous pouvez mesurer vous-même si ça a bien fonctionné. Bien sûr, les marques sont très en avance par rapport à ça. Et il y a plusieurs avantages à l'UGC par rapport à l'influenceur. D'abord, le coût. Il n'y a quasiment pas de coût, puisque vous ne rémunérez personne. C'est sûr ça? On rémunère vraiment personne non, derrière? non, sinon vous êtes dans l'influence telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous faites confiance à votre consommateur pour parler du produit. Non, mais voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a l'authenticité. Parce que forcément, la personne qui a le produit, qui va en parler, alors ça peut être un produit, ça peut être une idée, etc., va le faire avec ses mots, dans son langage, dans son environnement, donc c'est authentique. Il n'y a pas de surexposition. Il y a un danger, on en parlera certainement tout à l'heure, c'est la qualité peut-être de l'image, bien sûr. Et puis il y a la véracité du propos. C'est quelqu'un qui n'a pas été payé. C'était ça en fait, ma prochaine question, c'était comment est-ce qu'on contrôle du coup le message? Parce que ça peut très vite nous échapper. On ne contrôle pas. Ah oui, d'accord. Et les marques acceptent ça? C'est le jeu. C'est le jeu d'Internet. C'est le fameux bouche à oreille. D'il y a 25 ans. Oui, mais le bouche à oreille, c'est d'une personne à l'autre. Après, il y a des marques qui peuvent rebondir sur l'UGC. Il y a des marques qui peuvent mettre en avant des commentaires élogieux qui ont été faits sur certains de leurs services ou produits et les réutiliser dans leur communication. C'est également de l'UGC puisque la marque utilise ce qu'un utilisateur a dit. D'accord. Ouais, c'est quand même tendancieux, quoi. Enfin, ça peut vite se retourner finalement. Oui, mais comme n'importe quelle communication. C'est pas plus différent que la petite citation sur une affiche de cinéma avec le journal qui a dit c'est un chef-d'œuvre. Oui.
C'est vrai, en soi. Et le seul danger, c'est effectivement sur l'aspect technique, si c'est mal filmé, si c'est avec une mauvaise lumière, Vincent, si c'est avec un mauvais son, forcément ça perd un peu de sa splendeur. Ça, Parce que pour vous, c'est absolument indispensable, en fait, une belle image, un bon son, ça participe à un bon spot, une bonne communication. Pour moi, oui. Après, le cas des UGC est différent. Ça dépend aussi de ce qu'on veut donner comme image et comme traitement. Je vous prends un film comme, je ne sais pas moi, je me souviens plus de ce titre, ce film d'horreur qui était filmé… Blair Witch. Voilà, Blair Witch. L'image est dégueulasse, c'est volontairement dégueulasse, mais ça participe à l'idée du film. Donc aussi, un film peut être volontairement travaillé de cette façon-là. Mais c'est un travail volontaire. C'est ça, parce que Blair Witch, je voulais donner une image de faux documentaire. Mais voilà. Donc c'est pour ça que le côté UGC, quand c'est un peu moins bien filmé, on a ce côté aussi plus réaliste et plus sincère. Et du coup, moins forcément… Donc on ne cherche pas forcément une belle image, on cherche l'image qui va nous servir à véhiculer notre message. Mais du coup, je me dis, en tant que UGC, je pourrais même prétendre à faire une image un peu crade pour faire genre, je suis véritablement authentique, moi tout seul derrière mon petit bureau, quoi. Oui, ça pour devenir plus tard influenceur, ça finalement. Peut être possible, Ça peut être aussi comme ça, enfin j'imagine. Oui, ouais. Aujourd'hui, il y a quand même des outils, on a des smartphones, on va dire, sur les 3-4 dernières générations. Oui, c'est vrai qu'ils font des très belles images en général, avec des stabilisateurs. Très belles images. On a des rings pour avoir de la lumière et être toujours bien éclairé. Aujourd'hui, avec un smartphone et un ring, on peut faire une image tout à fait correcte. Je ne sais pas si les vidéastes va être d'accord. Non, mais pour de l'UGC, ça veut pas dire que c'est professionnel, mais je veux juste dire que c'est correct. Voilà, oui, c'est correct, regardable, mais ce ne sera pas une pub avec 25 techniciens. Et voilà. Ouais. Et du coup, ça veut dire que les UGC sont en grande majorité des gens très jeunes? Pas forcément. Non? Ah non, pas forcément. Non, justement, tout le monde peut l'être. Tout dépend de la marque qui véhicule ça. En 2009, alors on était au début des réseaux sociaux, hein, Facebook venait d'arriver, c'est Benetton qui avait très bien compris ça. D'ailleurs, en gros, prenez-vous en photo, machin, postez votre truc, avec votre manteau, c'était un train ou un truc comme ça. Il y a des personnes jeunes qui l'ont fait, il y a des personnes plus âgées qui l'ont fait. Et ça fait à l'époque, c'était l'un des premiers gros buzz d'une marque. Et Benetton l'avait très bien réussi. Bon, Benetton savait très bien encadrer la communication, l'a toujours très bien fait, a toujours été très décalé par rapport à ça. Donc il y avait une certaine maîtrise quand même dans l'ADN de la marque. Mais il ne suffit pas d'être jeune pour pouvoir le faire. Voilà, le monsieur qui conduit sa voiture de marque française, etc., qui vient de l'acheter, qui dit « oh, je suis content parce qu'elle est belle », voilà, on peut avoir 30, 40, 50, 60 ans. Mais généralement, un UGC est posté par quelqu'un s'il est flatteur pour son propre ego. Pour lui-même, voilà. Oui. En général, c'est les réseaux sociaux. Hein. On est dans le monde de l'égotique absolu, c'est les réseaux sociaux. Et du coup, alors à l'école, ça se passe comment en fait? Qu'est-ce qu'on leur apprend exactement pour maîtriser tout ça? La compréhension. La compréhension d'une part des messages, du processus, comment mobiliser une entité, un groupe, pour qu'ils puissent venir parler de nous de manière plutôt subtile, bien sûr. Ensuite, les éléments de contrôle, évidemment. Et puis également tout ce qui va se passer comme levier pour mettre en œuvre la campagne de communication. Donc c'est toute une technique, toute une stratégie qu'on leur apprend, évidemment. Et puis avec une petite maîtrise des coûts, évidemment. Ensuite, derrière, il y a toute la partie tournage qui intervient, parce qu'on est là aussi pour les apprendre à tourner, à monter. On a oublié le montage, qui est aussi un élément très important. Là, Vincent, je vais essayer de t'en parler. Puis effectivement, le positionnement de la lumière. Oui, le travail de la lumière est très important. Par exemple, dans un studio comme ici, on peut tourner une pub, mais si on veut un décor derrière, on viendra mettre du fond vert, on viendra mettre ce genre de choses. Donc là, on éduque les étudiants pour qu'ils sachent en faire. Alors on va dire pas en faire tous les jours, mais voilà, ils font une approche très précise de comment faire ce genre de choses. Et après, on a tous la post-production, donc la partie sound design qui est très importante, la partie montage. Sound design, c'est ce qu'on viendra rajouter en son dans le montage pour, par exemple, je sais pas, une canette de coca, on ouvre, elle ne fait pas le bon pchit. Le sound design, c'est trouver le bon pchit pour la canette de coca. C'est un exemple. Voilà. Mais voilà, le travail sur le sound design est très important. La partie montage, forcément, est très importante. C'est pas tout d'avoir des belles images, il faut savoir les monter et avoir le sens du film. Et ça veut dire que vous, techniquement, vous pourriez travailler à la fois dans la communication, dans la publicité, mais aussi dans le cinéma ou dans un théâtre? Exactement, ouais. Théâtre peut-être un petit peu moins, mais oui, les deux premières parties. Mais vous êtes censé être super polyvalent justement, à la fois sur des films très courts, sur des films longs. C'est pas la même approche, c'est pas la même chose, mais… Parce que du coup, quelle est la différence avec une école de cinéma par exemple? On ne travaille pas avec le même matériel, du tout. Voilà.
C'est pas le même storytelling non plus. C'est pas le même storytelling. C'est vraiment des éléments différents. La lumière au cinéma n'est pas la même que dans un studio, par exemple, un peu comme ici. La maîtrise du son n'est pas la même. L'incursion, par exemple, des effets spéciaux, si je peux me permettre, parce qu'aujourd'hui on travaille aussi beaucoup au cinéma avec les effets spéciaux. Il faut une maîtrise dimensionnée au cinéma avec aujourd'hui les enjeux du cinéma. Donc on est vraiment sur deux techniques différentes. C'est ça, je me permets, hein, oui, non. Puis par exemple, en publicité, on a un plan très important qui est le packshot. Vous n'avez pas de packshot au cinéma, quoi. Voilà. Après, il y a des C'est le plan produit. Après, il y a des productions publicitaires qui sont des petits films, du même niveau que d'une production cinématographique. Hein. Ok. Et télé, non plus? Pour moi? Pour votre métier, vous pourriez travailler dans une chaîne de télé sur une émission en direct ou pas? Oui, mais moi j'aime bien avoir la maîtrise de mon environnement, de ce que je vais raconter, et la télé a ce petit côté un petit peu plus, enfin on va dire sur les chaînes d'infos. La télévision va intégrer la partie, ce qu'on appelle nous le direct, la maîtrise du direct, donc la maîtrise d'une certaine technique au niveau de l'horaire, au niveau de ce qu'on appelle la rythmique d'une émission, au niveau du tournage, au niveau du cadrage, au niveau du son également, de l'incursion également de quelques reportages. Donc là on va avoir plusieurs techniques très différentes. Pour le direct, c'est possible, évidemment, parce que là aussi, il y a beaucoup de métiers à la télévision auxquels on peut former. Évidemment, ça peut arriver. J'ai eu 2-3 étudiants qui sont sortis des subcoms qui font de la télévision aujourd'hui. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord ? Alors, acteur, beaucoup moins. Je n'ai pas eu d'acteur, je pense pas. Mais à la télévision, ça peut se passer. Si vous voulez, vous l'identifiez très bien. Quand vous avez un étudiant qui vient vous voir, très vite, vous allez connaître, en passant quelques semaines avec lui, bien sûr, avec les intervenants, avec les différents travaux, vers quoi il va tendre. Est-ce qu'il va tendre plutôt vers la publicité, plutôt vers la partie audiovisuelle, plutôt vers la partie stratégie de communication, mais très naturellement, et c'est ce qu'on dit aux étudiants, ça va se faire naturellement. Oui, tu viens pour faire de la communication, mais quel secteur de la communication qui est vraiment très large. Oui. Et l'étudiant va se diriger naturellement soit par des stages, soit par son alternance, vers tel secteur. Et sachant qu'il aura touché, en tout cas il aura été exposé à tous les secteurs, et c'est important d'avoir une vision un peu holistique. De bien choisir, Non, même quand on travaille dans un secteur, c'est important de connaître comment les autres secteurs fonctionnent. Et en termes de statistiques, c'est quoi à peu près? Ça se répartit de façon égale pour chacun? Alors, on a environ 30%, 30% qui vont partir effectivement sur la partie image qui intègre la publicité, la créa, etc. 30% sur la maîtrise de la stratégie de communication et 30% qui vont de plus en plus partir vers la partie vidéo, maîtrise vidéo ou de la photo. Ouais, absolument. Tout à l'heure, on parlait d'une autre école qui s'appelle le CITV. Et Subcom et le CITV sont très complémentaires dans leur parcours. Très complémentaires. On peut faire 3 ans dans l'une, les 2 ans dans l'autre. Voilà. Et ils vont arriver à un moment donné à un carrefour où les étudiants vont prendre ce carrefour, changer de direction, partir sur telle école plutôt du visuel, ou rester sur la partie, ou venir du visuel vers la partie communication. On en rencontre de plus en plus et on a la chance de pouvoir le faire. Et alors justement, ce dont on parle là, vous l'attaquez dès la première année en fait, ou c'est plus tard, après une licence par exemple? Pas tout à fait, c'est dès la 2e année. Il y a un carrefour qui se fait entre la première et la 2e année, c'est quoi? C'est l'alternance qui va débuter en 2e année, où là les étudiants vont découvrir le monde du travail, vont découvrir les demandes aussi du monde du travail. C'est ça, l'alternance est très intéressante par rapport à ça, parce que parfois on a des jeunes qui sortent après le bac en disant je veux faire de la communication. Bon, très bien, la communication c'est quoi? Je sais parler. C'est peut-être un peu plus compliqué. Donc pendant une année, vous allez découvrir un petit peu les champs du possible. Et à la fin de la première année stage, 2e année alternance. Dans l'alternance, qu'est-ce qu'on va demander aux étudiants? Des compétences qu'ils vont acquérir à la fois dans l'entreprise et qui vont venir parfaire ici à l'école. Et naturellement, selon la demande du marché, selon la demande de l'entreprise, selon également évidemment l'envie de l'étudiant, c'est important, on va se positionner dans tel secteur. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit de la 2e année, monsieur, mon alternance, c'est l'événementiel, je veux donc faire de l'événementiel, ça me passionne. Et bien très bien, la voie est tracée. Et on y va pendant 4 ans, c'est parti. Ok. Et du coup, c'est un secteur où on est condamné, entre guillemets, à être sur Paris, ou on peut trouver quelque chose en province aussi? Non. C'est une question qui nous est beaucoup tombée quand on parle de ça. Et on adore tous Paris, évidemment, ici. Mais c'est vrai, on adore tous Paris pour plein de raisons. Est-ce que c'est pour le football, pour la ville? Enfin, je vous laisse voir. Mais dans les régions, dans nos régions, il y a beaucoup d'opportunités. Je vais vous raconter une histoire. Un conseil régional d'une grande région emploie jusqu'à 20 personnes en audiovisuel, en communication. Juste dans le conseil régional, jusqu'à 20 personnes à plein temps. Ils ont des plateaux télé, etc. Vous voyez, dans les régions, il y a des opportunités. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un exemple. Je pourrais vous citer d'autres exemples. Il y a aujourd'hui l'un des plus grands fournisseurs d'événements en France qui est dans les Hauts-de-France, pas sur Paris.
Voilà, il est même européen aujourd'hui, qui produit, qui fournit du matériel au plus grand spectacle aujourd'hui. Ça se passe dans les Hauts-de-France. Et on a beaucoup d'opportunités, évidemment, dans le sud, dans l'est. Voilà, donc on a des opportunités aujourd'hui. Vous savez, l'Europe a permis ça. Ouais. Et vous aussi, dans votre secteur, ne pas être physiquement sur Paris n'est pas un problème du tout? Alors, moi, je suis à Paris. Ah, bah voilà. C'est bien ce qui me semblait. Moi, je suis à Paris. Sur de la publicité des grandes marques nationales, évidemment, la France est parfois un pays centralisé. Donc c'est souvent, c'est un choix d'être à Paris? souvent les agences parisiennes qui gèrent ce type de budget. Mais je prends un exemple dans la région lilloise. Il y a un tissu industriel de grande distribution, de retail extrêmement développé. Et il y a beaucoup d'agences qui piquent des budgets aux agences parisiennes sur le retail. Très bien. Donc Voilà. on n'est pas condamné à être sur Paris et être à proximité des grands clients? Non, il se trouve que moi j'habite à Paris et que je viens d'intervenir ici. D'accord. Mais on peut très bien avoir son agence aussi en région. Très bien. Et du coup, vous les choisissez comment, les élèves? Sur quels critères pour faire ce genre d'études? Alors forcément sur dossier, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie études qu'ils ont fait avant, évidemment les notes qu'ils ont obtenues, c'est important, ça fait partie d'un cursus, hein, il ne faut pas se le cacher. La motivation, forcément, pourquoi vous voulez intégrer une école de communication, pourquoi vous voulez faire de la vidéo, pourquoi vous voulez faire de la publicité, toute la partie motivation. Et puis il y a une question que je pose également, j'aime beaucoup cette question-là, dans 7 ans vous voyez où? Parce qu'elle nous permettent, alors très difficile de répondre à cette question. Surtout à 18 ans. Même nous, on ne sait pas. Hein. Voilà. Déjà. Donc ça va faire appel à plusieurs sens. D'abord la réflexion, dire mais pourquoi il me pose cette question, qu'est-ce qu'il veut derrière. Ensuite, ouvrir aussi un peu les rêves en disant en fait j'aimerais bien faire ça. Oui, maintenant vous me le demandez, j'aimerais bien faire ça. Ou bien peut-être déceler le fait qu'il n'y a pas vraiment de motivation derrière. D'accord. Mais vous leur demandez quand même d'avoir un profil un peu littéraire, justement, savoir trouver les bons mots, savoir trouver... Il y a un profil littéraire qui est toujours intéressant. Quand même. Il y a toujours un profil littéraire intéressant, absolument. Ouais. Et pour vous, par exemple, vous leur demandez d'être déjà un peu touche-à-tout au niveau de la vidéo ou pas spécialement? Il y a des questions simples en processus de recrutement. C'est quoi ton film préféré? Quand est-ce que tu as vu un film pour la dernière fois? Il faut quand même un peu d'intérêt forcément pour le média, on va dire audiovisuel au global, que ce soit un film au cinéma ou une pub. Je leur demande pas leur pub préférée, mais je leur demande quels films ils vont voir et ce genre de choses. Et aussi s'ils font des choses à côté. Maintenant, comme on se l'est dit, même avec un smartphone, on peut faire un petit film à côté et sans que ça coûte beaucoup d'argent de location de matériel. Donc savoir s'ils ont déjà tourné des petites choses de leur côté, ça peut être un peu... Et ça arrive souvent, ça, des gamins de 17 ans qui qui s'initient au montage et tout, ouais. Ah oui, complètement. Maintenant, les logiciels, il y a toujours des logiciels gratuits, il y a des choses, voilà. Moi, quand j'ai démarré il y a 15 ans, non, il n'y avait pas de choses gratuites, il n'y avait pas de choses comme ça. Fallait payer, voilà. Donc, non, maintenant, c'est démocratisé, c'est beaucoup plus facile de faire, ne serait-ce qu'un petit court-métrage de 2 minutes, c'est très facile de le faire. Donc, c'est pour ça, c'est toujours un plus de savoir s'ils ont au moins l'intérêt, l'envie et la passion. Il faut quand même être passionné un minimum pour faire ce type de métier, la passion un petit peu de ça, quoi. Un samedi matin, je faisais passer des entretiens de motivation justement pour l'école et je reçois un futur étudiant. Il avait quoi? Il avait 17, il passait son bac, il avait 17-18 ans et il avait vraiment du mal à exprimer sa motivation. Et au bout d'un moment, il me dit, monsieur, en fait, moi je suis passionné par l'audiovisuel, par le montage, etc. Je lui dis, oui, très bien, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, bougez pas. Il sort son ordinateur, il l'ouvre. Je découvre sur son ordinateur un logiciel de montage de 16 pistes avec une création musicale. Il me dit, écoutez, donc je mets le casque et j'écoute sa création. Elle faisait 7 minutes 35, je m'en souviens. Parfait. Monté, etc. Est-ce qu'il n'en faut pas beaucoup plus pour montrer la motivation des personnes? Mais vous en avez beaucoup des candidats comme ça? Beaucoup plus qu'on ne le pense. Ouais. Ouais. Absolument, beaucoup plus qu'on ne le pense, où on ne choisit pas tout à fait la communication par défaut, où effectivement on s'est dit « Ah tiens, ça me plaît », mais il y a pas eu, ils n'ont pas eu les mots pour mettre sur leur passion. On dit « Ah mais en fait si c'est ça que je veux faire ». Voilà, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, si vous me demandez une proportion, je vais dire 50-50, 50% de personnes qui sont là parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, puis 50% qui ont une idée. Ça peut changer, ils peuvent se réorienter, ça arrive aussi qu'il y ait des réorientations, 50-50. Ok. Moi j'avais une question, je me suis posée en écrivant un peu le script, c'est l'employabilité, ça se passe comment l'insertion dans le marché du travail dans ce secteur qui doit être en plus ultra compétitif,
très concurrentiel. J'imagine que vous marchez par projet, par concours, en fait. Des compétitions, Ouais. oui, bien sûr. Après, on a des clients qui sont structurels, sur lesquels on peut staffer une équipe. Ouais. Ça dure plusieurs années et on sait toujours qu'un client qui part sera remplacé par un autre. Que ça se passe comment? Il y a une marque qui va lancer un appel d'offres, on aimerait faire une campagne de pub Ouais, et plusieurs agences vont postuler? Tous les 4-5 ans à peu près, une marque remet en compétition son budget. Alors, ce n'est pas obligatoire, sauf pour tout ce qui est national, conseil régional, public. Voilà, merci pour voilà, public là où ça, c'est vraiment obligatoire. Il y a des marques qui restent depuis 20 ans dans la même agence. Là, il y a un exemple, par exemple, Orange a remis son budget en compétition. Orange était chez Publicis depuis plus de 20 ans, je dirais, maintenant, à peu près. Bon, ils ont remis en compétition et puis ils sont restés avec Publicis quand même. Ouais. Et imaginons-vous, pour prendre cet exemple d'Orange, vous allez postuler, candidater, vous commencez à travailler pendant quelques semaines ou quelques en mois. général, il y a des compétitions qui sont organisées. Dans le métier, il y a ce qu'on appelle des marieurs, en fait. Ce sont des gens qui sont chargés d'organiser les compétitions, de sélectionner les 3-4 agences. C'est bien qu'il y en a 4 maximum. Et ils les sélectionnent sur quels critères, en fait? Avec un pré-projet? Non, ils les sélectionnent sur la réputation de l'agence, ce qui a été fait, l'ADN de l'agence, finalement, par rapport à la marque. Et une fois que ces 4 agences ont été sélectionnées, elles font une esquisse de début de communication et après le client choisit? C'est ça. En fait, on fait une présentation de, voilà, nous, on voit comme ça votre communication pour les 4 prochaines années et ça commence comme ça. Et si vous n'êtes pas retenu, tous ces frais sont perdus. Absolument. C'est ça. Donc c'est vraiment quand même très compétitif. C'est très compétitif. Alors il y a certains clients qui rémunèrent, mais ça rémunère vraiment 3 fois rien. D'accord. Et vous, dans l'aspect technique, ça se passe comment l'employabilité? Alors moi c'est un peu particulier parce que je suis indépendant. Ouais. Donc voilà, moi je vais fonctionner au projet, mais en gros il y a des boîtes de production de jeux visuels. Donc on parlait de la région ou de Paris. Sur la région on a quand même une dizaine, on va dire, qui sont plutôt très actives. Et en fait je reçois des appels pour me dire est-ce que tu es dispo tel jour pour un tournage pour Leroy Merlin. Vous n'avez pas besoin de démarcher, vous? Non, si on démarche un coup de temps en temps pour relancer, pour dire bonjour, on est encore là. Mais sinon, non, en général, c'est plutôt de l'appel. Et après, c'est une histoire de, comme pour les agences, de réputation, de bien aimer son travail. La communication sur les réseaux sociaux, ça aide aussi. Quand on fait une belle prod, on vient la mettre sur Insta. Et sur Insta, les gens le voient. Et en fait, ça marche pour tout le monde. Le secret de l'employabilité, il est simple. C'est l'alternance, les stages. Et c'est comme ça que ça se transforme après. Mais c'est facile, enfin c'est relativement facile quand même de trouver un boulot, ou la compétition fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont être laissés sur le bas à côté? Ça c'était vrai il y a 10 ou 15 ans. On a eu la chance au sortir du Covid, et il y a cette bulle qui existe encore, où on peut encore facilement aujourd'hui trouver du travail. Lorsqu'on a les compétences, évidemment. Avec une rémunération qui est correcte, parce que si c'est un secteur très concurrentiel, j'imagine que ça baisse sur les coûts, enfin sur les salaires. Mais les étudiants ne se gênent pas pour renégocier leur salaire. Oui, ils ont bien raison. Voilà. Ils ont raison, absolument. Non, avec un salaire normal. Ouais. Effectivement, avec un salaire qui permet de vivre sur une première année après les études, après 5 ans d'études par exemple, ça existe évidemment. On a eu cette chance juste après le Covid, et c'est ce que je dis à nos étudiants, surfer pour ceux qui sont en 4e ou 5e année, continuer de surfer là-dessus. Ça va peut-être s'arrêter, je ne sais pas, malheureusement avec la conjoncture, avec plein de choses, où l'IA peut être aussi une autre opportunité par exemple. Mais oui, c'est ça, il y a pas mal d'opportunités. Oui. Ok. Et justement, l'IA, ça va pour vous bouleverser complètement au côté technique, au côté vraiment créa? Certainement. On ne connaît pas encore tous les... Et il y aura besoin quand même autant de gens derrière pour la manipuler, cette IA? C'est simple. Pour qu'une IA fasse du bon boulot, il faut qu'elle ait un bon brief. Ouais. Et pour avoir un bon brief, il faut des gens. C'est dit. Au niveau de la technique aussi, vous êtes d'accord? Moi, je pense qu'une IA fera un travail de base très correct. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, en termes de montage, une IA peut monter et gérer les pistes sonores. C'est-à-dire, en gros, il y a une piste de musique, une piste de voix et tout ça. Elle sera gérée, baissée quand la personne parle. Par contre, une IA ne fera pas un bon montage au moment précis où l'œil, ou on va dire le cœur pourra parler. C'est-à-dire, quand il faudra l'émotion, ce n'est pas une IA qui va le faire. Donc, pour moi, il faudra quand même toujours des gens derrière. Très bien. Et vous voyez comment votre secteur dans 10 ans, justement? Vous l'imaginez comment? Moi, j'ai traversé des phases, la naissance d'Internet, c'est un secteur qui est tellement en constante évolution que même à 3 ans, je ne sais pas vous dire. Ah ouais, vraiment? Vous n'arrivez pas à voir comment à quoi va ressembler la com? J'arrive à voir à peu près, mais c'est juste que
ça change en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on s'adapte et on apprend en marchant. Donc, il n'y a pas eu de révolution drastique dans ce métier ces dernières années. Il n'y en a pas eu. Ah ouais. Il y a eu une révolution à bas TikTok bruit. n'a pas tout changé ou... Non, finalement. parce que tout est venu progressivement, parce que Facebook avait déjà ouvert la voie, parce qu'on s'était adapté, etc., etc. Donc il y a toujours des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs, des nouvelles tendances, et la publicité ne crée pas les tendances, mais en tout cas elle les décrypte bien et elle les anticipe. L'IA, c'est peut-être la seule inconnue encore aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas jusqu'où. À quoi ça va ressembler d'ici jusqu'où quelques ça peut années, aller. ouais, c'est vrai. Et vous, au niveau technique, vous imaginez comment votre l'évolution de votre métier? Vous n'arrivez pas à voir, vous êtes dans le brouillard? C'est dur de se projeter. Il y a plein de choses qui ont été, qui sont passées pour des révolutions qui n'en sont plus. Par exemple, à 360, à un moment, c'était très à la mode. Maintenant, on en Le fait multivers. plus beaucoup. Ouais, voilà. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Ah, regarde, ça, c'est la révolution. Mais au final, non. Donc, c'est vrai que je pourrais pas trop dire non plus. En fait, on s'adapte. Hein. Voilà. On Exactement. s'adapte. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison particulière de s'inquiéter. Je suis assez darwiniste, hein, on s'adapte. Très bien. Et vous, à quoi vous imaginez dans 5-10 ans? Je vais rejoindre Julien, résolument optimiste. D'une part, bien sûr, il faudra travailler avec la technique qui va être de plus en plus présente, c'est-à-dire devenir de plus en plus... Mais c'est une chance. Oui, bien sûr. Oui. De plus en plus technicien dans la maîtrise, dans la compréhension, dans la maîtrise de l'IA aussi. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux la développer? Donc, acquérir tous ces éléments, tous ces gestes techniques, toute cette logique technique, évidemment. Mais fort heureusement, toute la partie créa sera toujours une obligation dans nos métiers. C'est-à-dire donc sortir, faire et former des créatifs sera toujours d'actualité dans 5, 10 ou 15 ans parce qu'il n'y a rien d'autre qui nous fait rêver. Ouais. Mais justement, maintenant, il y a quoi, 70, 80 ans de publicité? Est-ce qu'on n'a pas tout inventé déjà? Non. Non. Ah, moi, je suis pas d'accord. On a tout inventé jusqu'à hier. En revanche, on réinvente tous les jours. Ouais. Oui, c'est pour ça, on n'a pas tout inventé. C'est un éternel recommencement. C'est comme la mode. C'est la mode des pattes def. Bah, tous les 20 ans, ça revient, mais ce n'est pas exactement les mêmes pattes def. Ok. Très bien. Et justement, en parfait exemple, pour vous, quelle est tous les trois la marque qui maîtrise magnifiquement sa communication, selon vous trois? Oh, il y en a énormément. Une qui vous inspire vraiment en disant eux, franchement, ouais, ils sont vraiment forts. Bah, moi, j'ai une affection particulière pour un de mes anciens clients qui continue à faire toujours du très bon boulot, c'est Intermarché. Ok. Ah, oui. Avec les pubs en ce moment qui sont vraiment Toujours très bien, toujours très bien. Et vous, Pascal? Est-ce que je peux vous répondre en dernier? Moi, je dirais Nike pour l'esthétique de l'image. Ouais, il y a quelque chose vraiment. Ouais, j'aime beaucoup l'esthétique. Et là, on parle de spots à plusieurs millions de dollars, j'imagine. Ouais, comme la plupart des spots. Hein. Ouais. Il y a des Non, spots, on se pas dit. la plupart. Non, pas la plupart, Non, pardon, non. mais comme il y a beaucoup de spots qu'on voit qui sont Non, très, mais très sur beaux. des on se grandes dit, marques ça coûte pas trop internationales cher. comme ça, avec Michael Phelps en guest star, ou Serena Williams, ou n'importe quelle star, oui, évidemment, ça coûte très cher. Alors, au-delà même du cast, en fait, ce sont des marques qui dépensent des millions en matériel, on est d'accord? Ça, par exemple, vous avez les grands noms du parfum. J'ai appris il y a quelques temps qu'ils faisaient des fausses pubs. Avant de tourner, ils tournent complètement une pub. Donc aller à 200, 300 000 ou genre comme ça. Et après, une fois que c'est validé, ils tournent la vraie pub. Donc avec forcément la star. Et ça. tout. Et voilà, donc c'est ça. C'est pour vous dire à Quand quel même. point ça peut coûter de Sur l'argent une pour- fausse pub, on est déjà à 200 000 €, quoi. Oui, ça, Ok. ça va. S'il y a plein de décors et tout ça. Et vous alors? Alors, pour vous répondre, je me suis rendu compte en réalisant cette émission qu'en fait, j'étais un UGC. Je vais vous raconter mon histoire, et ce qui est l'une de mes marques fétiches. Il m'arrive de présenter pas mal de conférences, etc. Et Je vous savez, sais quand- que tu vas parler de Lego. Non. Et quand on fait des conférences, on a les micros à main. Et je me suis pris d'affection pour des micros d'une certaine marque, avec une certaine forme qui s'appelle Shure. Et à chaque fois que je fais une conférence, je photographie mon micro en disant je ne parlerai pas si je n'ai pas un Shure. Pour finir, Shure, qui est une marque d'audiovisuel, je pense que tu connais, est ma marque préférée parce qu'elle est novatrice à la fois dans la technique, mais aussi dans le message qu'elle procure aux professionnels. Très bien, parfait. Et alors du coup, un petit mot de la fin pour tous les trois, pour convaincre en fait les jeunes de pousser soit la porte de l'ESUPCOM, venir vous voir, ou même d'aller tout simplement consulter votre site internet, ou même de s'intéresser en fait, d'aller rencontrer des professionnels comme vous deux pour éventuellement s'orienter là-dessus. Moi, si je dois donner un petit mot de la fin, c'est venez, vous serez dans les conditions du direct. C'est l'aventure, quoi. Moi, je dirais si le monde de la publicité vous plaît, vous souhaitez en savoir plus sur comment est fabriquée une publicité, que ce soit on va dire, sur le concept créatif ou sur la façon de la faire en tournage, venez à l'ESUPCOM. Moi, j'ai envie de dire, venez, on va rêver. Tout Carrément. simplement. Ouais.
Très bien, parfait. Très beau mot de la fin. Merci à tous les trois de nous avoir un petit peu éclairés sur ce secteur. Merci à vous tous de nous avoir regardés. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.